Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On entend très bien, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre participation. Euh, je ne sais pas si on doit attendre un peu. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Euh, donc, je ne sais pas si on a une petite introduction. On démarre directement. Bon, on va démarrer alors. Attendez. Peut-être qu'on va se présenter rapidement. Donc, attendez, je vais partager les supports. Peut-être Daniel, tu veux te présenter rapidement? Oui, donc bonjour. Donc moi, je suis directeur de recherche INRIA, donc l'Institut national de recherche en informatique et automatique, et hébergé au laboratoire d'informatique de l'École polytechnique, dans une équipe de cryptographie où on est 7 permanents rechercheurs, des gens de l'INRIA et des enseignants professeurs à l'École polytechnique. Et dans cette équipe, moi, j'ai un intérêt pour la cryptographie dans les blockchains. Voilà. Donc, sinon, c'est une équipe de cryptographie qui ne fait pas des blockchains. Voilà. Une équipe de cryptographie classique. Et j'enseigne aussi à Polytechnique des cours donc autour des blockchains. Moi, je suis professeur à l'École polytechnique, directeur de recherche au CNRS. Je travaille avec Daniel puisqu'on est coporteur de la chaire sur les blockchains de l'École polytechnique. Donc aujourd'hui, on va profiter de cette opportunité pour vous parler de la finance décentralisée, donc qui est un cas d'usage de la blockchain qui a émergé au cours des dernières années. Donc là, il y a une présentation des programmes offerts par l'école. Je pense qu'on y reviendra plutôt à la fin de la présentation, qui vous permettrait, si vous êtes intéressé, d'approfondir les thématiques couvertes durant cette heure qu'on va passer ensemble. Aussi, juste un petit caveat, je suis à l'étranger, j'ai une connexion Internet qui est ce qu'elle est. J'espère que ça va tenir, donc je croise les doigts. Donc s'il y a des problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas à me faire un signe, ou dans le chat, ou à m'interrompre, parce que je ne suis pas sûr que ma connexion est de très bonne qualité. Donc la finance décentralisée, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, peut-être dans les médias, des fois on voit le mot passer. Ça consiste à effectuer des opérations financières, mais au lieu de passer par des intermédiaires financiers classiques, on effectue les transactions à l'aide de smart contracts qui sont exécutés sur une blockchain. Donc en gros, ça consiste à automatiser les échanges financiers. L'implication de la finance décentralisée, c'est qu'elle permet, en fait, on pourrait l'appeler aussi la finance des intermédiaires, parce qu'elle permet euh, de se passer de nombreux intermédiaires. Donc l'exemple prototypique, c'est le Bitcoin qui permet de se passer des banques pour envoyer de l'argent, mais comme on va le voir, en fait, des intermédiations peuvent être bien plus profondes et on peut se passer maintenant des places de marché, on peut se passer des banques pour les prêts, on peut se passer des hedge funds pour l'optimisation des portfolios. Et l'intérêt, c'est que comme les utilisateurs de la finance décentralisée gardent le contrôle de leurs assets et de leurs clés privées, d'accord, ils n'ont plus besoin de faire confiance à un intermédiaire. Là, je vous présente une petite histoire très simplifiée et raccourcie de l'évolution de la crypto et des crypto-monnaies. Donc, la première étape, ça a été, comme j'imagine, vous êtes tous au courant, c'est l'émergence de Bitcoin. Donc, qu'est-ce que Bitcoin a démontré? C'est qu'il était possible de créer de la rareté numérique et donc de la valeur en utilisant des mécanismes de consensus décentralisé, donc des blockchains où l'édition et la création de monnaie ne passe pas, n'est pas contrôlée par un acteur centralisé, mais par une communauté. Donc ça a été la première illustration de la puissance de la blockchain. Et de ce cas d'usage très simple est apparue une deuxième vague correspond à la tokenisation, la jetonisation en français, qui consiste à virtualiser tout un ensemble d'actifs. Donc, pas seulement des crypto-monnaies, mais potentiellement des actifs réels, ce qu'on appelle des utility tokens, les NFT, dont vous avez aussi, j'imagine, entendu parler. Donc, toute une génération de nouvelles classes d'actifs numériques. La dernière étape qui est en train de se poursuivre est donc l'émergence de la finance décentralisée, puisqu'une fois qu'on a toute une classe d'actifs sur une blockchain, on peut se permettre d'automatiser les échanges et d'automatiser les relations financières.
Donc, qu'est-ce qui sépare l'utilisation des cryptocurrencies comme Bitcoin de la finance décentralisée? Si vous considérez une cryptocurrency standard comme Bitcoin, typiquement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un acheteur, un vendeur et un acheteur. Et par exemple, le vendeur pourrait transférer, donc, par exemple, il vend des bitcoins, il peut transférer ses bitcoins sur chaîne. Donc, ça, ce qui est dans ce cas-là, c'est ce que vous voyez, c'est l'inscription on-chain. Maintenant, l'autre jambe de l'échange ne peut pas avoir lieu sur chaîne, ou n'a pas lieu sur chaîne. Donc, en échange des bitcoins, l'acheteur reçoit quelque chose. D'accord. Donc, mais ça, c'est pas on n'a pas la trace de cette autre jambe de l'échange sur la chaîne. Là, c'est ce qu'on pouvait faire avec Bitcoin. Et donc, vous voyez bien qu'on peut dire, on peut pas automatiser un tel échange, puisque comme la deuxième jambe de l'échange n'a pas lieu sur chaîne, il n'y a pas de moyen de s'assurer du bon déroulement de l'échange, puisqu'une partie a lieu en dehors de la base de données. Maintenant, la situation est différente et c'est connecté à la slide que je vous ai présentée avant. Elle est différente. La situation est donc différente quand on a tout un ensemble d'actifs. Donc, suite à la tokenisation, sur une blockchain, maintenant, on a un grand nombre d'actifs très différents entre eux, multiples tokens. Donc, sur Ethereum, vous aviez des milliers de tokens de différentes natures. Et donc, ce qui est possible de faire, c'est de les échanger. Donc, peut-être vous pouvez échanger des Ethers contre des Bitcoins, par exemple, enfin, Bitcoin virtualisé sur la chaîne Ethereum. Et à ce moment-là, les deux jambes de l'échange ont lieu sur chaîne. Et comme vous avez une trace à la fois de l'échange qui va du trader 1 vers le trader 2 et de l'échange qui va du trader 2 vers le trader 1, vous pouvez assurer que tout se passe bien. Et donc, vous pouvez automatiser l'ensemble de la relation financière. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser des programmes et des smart contracts. D'accord. Et ce que va vous permettre le smart contract, c'est vous assurer que l'échange se passe comme prévu. C'est-à-dire qu'il est impossible que le trader 2 reçoive ce qu'il attend du trader 1 sans que le trader 1 reçoive ce qu'il attend du trader 2. Donc, soit l'échange se déroule parfaitement, soit il est annulé. Une autre manière de le dire, c'est qu'il n'y a pas de risque de contrepartie du moment où vous pouvez automatiser toute la séquence d'échanges financiers. Et c'est ce qui sépare fondamentalement la finance décentralisée de la finance traditionnelle, puisque vous n'avez plus ce risque de contrepartie. Par contre, vous avez d'autres risques dont on va parler, comme des risques de bugs ou des risques technologiques, mais pas de risque, pas de hasard moral et pas de risque de contrepartie, dans le sens où une des parties de l'échange ne remplirait pas sa partie, ne remplirait pas ce qu'elle avait promis. Donc, une fois que les acteurs du secteur ont réalisé que cette possibilité était ouverte, ils se sont mis fondamentalement à émuler l'ensemble des services financiers. Donc ça, c'est une vague qui est apparue en 2019, 2020, 2021, au cours de laquelle on a vu apparaître tout un ensemble de protocoles déployés typiquement sur Ethereum et des protocoles qui émulaient les différents services financiers, comme je l'ai déjà dit. Donc, par exemple, comme vous pouvez le voir sur cette slide, les premiers protocoles qui ont été proposés ont permis de décentraliser, d'émuler les marchés, donc de permettre d'échanger un actif 1 contre un actif 2, mais on peut faire beaucoup plus. On peut imaginer smart contracts qui sont plus complexes, qui permettent par exemple d'émuler, comme vous l'avez dans la bulle, là j'arrive pas à déplacer mon curseur, donc je ne peux pas vous le montrer, mais la bulle qui est au-dessus, vous pouvez émuler les banques en simulant des mécanismes de prêt qui vous permettent de déposer du collatéral et d'emprunter un autre actif. Vous avez aussi eu des protocoles qui ont permis de générer ce qu'on appelle les stablecoins, donc des actifs dont la valeur est stable en dollars ou en euros. Et finalement, vous pouvez, puisque maintenant vous avez plein de produits financiers automatisés, vous pouvez aussi simuler des hedge funds, c'est-à-dire des protocoles qui vont combiner ces différents autres protocoles de façon à optimiser la valeur de votre portfolio de manière automatique. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce que j'ai présenté? Je peux prendre des questions à cette étape. OK. Donc, je vais vous présenter un exemple, pour être concret, parce que là, c'est encore très abstrait. Je vais vous présenter un exemple d'un marché décentralisé, donc Uniswap, qui est probablement le smart contract de défi qui a rencontré le plus de succès et la plus haute adoption. Donc, l'idée d'Uniswap, c'est de permettre aux gens d'échanger un actif contre un autre actif.
Et en l'occurrence, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous avez un pool de liquidité qui va réunir les deux actifs. D'un côté, vous avez des acteurs qu'on appelle les liquidity providers qui vont déposer les actifs, les deux actifs dans le pool. Et de l'autre côté, vous avez des traders qui vont échanger un actif A contre un actif B. Donc là, peut-être ce graphe est plus lisible. Donc là, ce que vous voyez, c'est que vous avez les liquidity providers à gauche qui mettent… Alors là, on a pris un pool où il y a des Ethers et des USDT. Donc des USDT, c'est les stablecoins de Tether. Donc ça vaut $1 typiquement. C'est un token qui vaut $1. De l'autre côté, vous avez un Ether et potentiellement, vous avez des agents qui voudraient échanger, acheter des USDT contre des Ethers. Donc, le pool est abondé par les liquidity providers qui déposent des USDT et des Ethers, comme vous le voyez en haut à gauche. Là, voilà, là, vous les entourés. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils affectent la taille du pool. Et de l'autre côté, vous avez les liquidity withdrawers ou les traders, tout simplement. Donc, dans cet exemple, on a un liquidity withdrawer qui dépose des Ethers pour récupérer des USDT. Donc, il a acheté des USDT. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est à quel prix cet échange est effectué. Okay. Et la solution qui est proposée par ces AMM, donc Uniswap, AMM pour Automated Market Maker, c'est de s'assurer que la quantité de USDT et d'Ether se déplace sur la courbe que vous voyez à droite. Donc, il y a une courbe qui est codée directement dans le smart contract, dont l'expression est arbitraire en passant. Donc, c'est un sujet de recherche, de savoir quelles sont les meilleures courbes, mais là, on peut la prendre comme donnée. Donc, vous avez une courbe arbitraire. Et donc, ce qui se passe là, vous voyez, on est au point de départ et vous avez déposé des Ethers. Et maintenant, vous voulez savoir combien de USDT. Ben, vous avez qu'à vous déplacer le long de la courbe et ça vous donnera la quantité de USDT que vous recevrez en échange des Ethers. Donc, cette courbe, elle vous donne le prix implicite des Ethers en fonction des USDT. Maintenant, si vous faites un échange qui est marginal, où vous échangez une quantité minime d'Ethers, eh bien, le prix, il est donné par la dérivée de la pente. La dérivée de la courbe, pardon. La pente de la courbe. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions à ce point-là? OK. Donc, maintenant, là, ça peut paraître abstrait. Qu'est-ce que ça représente? Ça, on parle vraiment de la logique d'un smart contract. Derrière, il y a du code, des instructions qui permettent d'exécuter cet échange. Qu'est-ce que le smart contract doit faire? Il doit juste regarder, quand il voit un trader qui arrive, il regarde combien il a de USDT, combien il a d'Ether, il a la courbe, il connaît la courbe, et ça lui donne le prix, et il vous donne le prix auquel il est prêt à échanger. D'accord? Donc, c'est très simple, la logique d'exécution des smart contracts, et c'est important cette simplicité parce que les blockchains, en fait, ne sont pas adaptés à faire des calculs qui sont lourds. Donc, la simplicité de l'exécution, c'est une grande force du smart des AMM. Une autre chose à comprendre, c'est que quand vous êtes un trader, donc vous mettez des Ethers, vous recevez des USDT, vous ne donnez pas votre clé privée. Donc, vous ne donnez jamais le contrôle de vos actifs, de vos jetons au smart contract. Et ça, c'est très important. Si vous donnez à un moment votre clé privée, si vous donnez le contrôle de vos actifs, vous faites pas c'est pas de la finance décentralisée. D'accord? La seule chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une interaction avec le smart contract et le smart contract va déposer des USDT, va prendre vos Ethers, mais comment dire, l'échange est atomique dans le langage informatique, dans le sens où vous ne pouvez pas vous ne donnez pas d'abord les Ethers et vous recevez après les USDT. Tout se passe de manière simultanée. D'accord? Ce qui veut dire encore une fois qu'il n'y a pas de risque de contrepartie avec le smart contract. Une autre expression qui vient de l'anglais, c'est que vous avez la self-custody, vous avez la garde propre, j'imagine que ce serait la meilleure traduction en français, de vos actifs, et vous ne la déléguez jamais au contrat. C'est évidemment par opposition à un échange centralisé. Quand vous passez par un échange centralisé, vous lui faites confiance. Donc, quand vous passez par Euronext ou le New York Stock Exchange, vous faites confiance à Euronext, au New York Stock Exchange. Et si Euronext venait à faire faillite, eh bien, vous perdriez vos actifs parce que c'est eux qui les détiennent pour vous. Alors évidemment, dans le cas d'Euronext, ce n'est pas une possibilité très forte, mais il y a plein d'échanges qui sont de taille plus faible. Et j'imagine que vous avez entendu parler de FTX. Quand on parle d'échanges de plus petite taille, le risque est matériel, dans le sens où si l'échange fait faillite, vos actifs en fait disparaissent parce que vous ne les aviez pas en garde propre, vous aviez délégué la custody de vos assets à l'échange, au marché. D'accord? Et ce n'est pas ce qu'on fait là avec un smart contract. Et c'est ça la propriété qui est fondamentalement différente. Donc maintenant, pour revenir à la logique d'exécution de ce smart contract, si vous regardez la courbe à droite, donc la bonding curve qui vous donne le prix,
Les liquidity providers, ce qu'ils font, c'est qu'ils grossissent la taille du pool, donc ils déplacent la bonding curve vers le nord-est, alors que les liquidity withdrawers, les traders, ils se déplacent le long de la courbe puisqu'ils modifient la proportion d'actifs qu'il y a dans le pool. Donc ça, c'est l'exemple d'un smart contract. Concrètement, c'est très simple à utiliser. Alors ça, c'est aussi la force de la DeFi et des blockchains. Vous installez ce qu'on appelle MetaMask, c'est une extension de votre browser, ça marche très bien dans Chrome. MetaMask va s'occuper de votre wallet. Alors bon, il faut faire attention, si vous avez beaucoup d'argent dans MetaMask et que votre ordinateur est attaqué, vous pouvez avoir un problème. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure solution si vous avez beaucoup de crypto, mais c'est la solution la plus pratique. Donc, vous mettez de l'argent dans MetaMask, une extension de votre browser, vous allez sur Internet et vous avez là, vous dites j'ai des Ethers, vous choisissez combien d'Ethers vous voulez vendre et vous choisissez l'actif que vous voulez acheter. Vous appuyez sur connecter et il va vous faire l'échange. D'accord? Donc, ça vous permet réellement d'échanger un actif contre un autre, enfin un crypto-actif contre un autre, sans passer par un échange centralisé. Tout est effectué au niveau du web, en fait. Une chose à comprendre aussi, c'est que donc vous avez ces pools, comme je vous l'ai expliqué, contiennent deux actifs. Donc, dans l'exemple qu'on avait pris, des Ethers et des USDT. On pourrait imaginer des pools avec plus d'actifs, des pools multidimensionnels, mais dans le cas d'Uniswap, c'est toujours des pools, toujours des marchés avec deux actifs seulement. Mais par contre, ce que tout le monde peut faire, parce qu'encore une fois, c'est la finance décentralisée, c'est ouvert, tout le monde peut créer son propre pool. Donc en fait, là, ce que vous avez, c'est un graphe qui représente, donc chaque ligne correspond à un pool, puisque chaque point autour du cercle correspond à un type d'actif, un actif sur Ethereum, et les lignes, c'est la connexion qui sont générées par ces pools. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a déjà en pratique, il y a des milliers de pools qui ont été créés. Et vous voyez que ça fait un maillage assez fin qui connecte, pas forcément tous les actifs directement, mais en général, en 2-3 pools, on peut échanger n'importe quel actif. Et les cercles qui sont en rouge, c'est les stablecoins, donc ceux qui ont une valeur de 1 $. Et comme vous le voyez sur ce graphe, c'est typiquement les actifs les plus connectés, les cryptoactifs les plus connectés. Ça veut dire que c'est ceux pour lesquels on a fait le plus de pools, avec des paires avec un autre actif. Et c'est logique puisque la première chose que vous voudriez faire potentiellement quand vous avez un cryptoactif, c'est d'échanger contre du dollar. Il n'y a pas de dollar sur Ether, mais il y a donc ces stablecoins qui sont censés reproduire la valeur du dollar. Donc, encore une fois, n'importe qui peut créer son pool. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple, vous avez une startup et que vous créez votre propre crypto-monnaie, et ben après, vous voulez lui donner un prix de marché, vous vouliez qu'un marché où elle peut s'échanger, vous n'êtes pas obligé de passer par un marché public. Vous allez simplement simplement faire une requête auprès du contrat d'Uniswap en lui demandant de créer un pool. Et vous créez par exemple un pool stablecoin avec votre nouvelle crypto et tout le monde peut l'acheter ou la vendre. Donc, ça vous permet de créer un marché très simplement et très rapidement pour votre actif qui est peut-être encore petit et qui est une petite crypto et vous n'avez pas encore assez de volume pour créer un marché public. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Ok, je peux continuer. Alors maintenant, je vais rentrer. Donc ça, c'est un exemple. Donc, au départ, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a tout un ensemble de protocoles. Évidemment, en une heure, je ne peux pas tout couvrir. Ils ont tous leur particularité, leur idiosyncrasie. Ça peut être assez technique, mais leur objectif, c'est toujours d'offrir des services qui ressemblent aux services financiers. Donc là, encore une fois, on a vu un protocole qui vous permet d'échanger un actif contre l'autre. Si vous prenez les lending protocoles, ça vous permet d'emprunter, par exemple, d'accord, à travers, encore une fois, un smart contract. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans des… Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder l'écosystème, à regarder comment ces différents protocoles fonctionnent. Maintenant, je vais rentrer un peu dans les spécificités de la DeFi, au-delà de la description d'un protocole particulier. Donc, une des premières spécificités de la DeFi qui est assez folklorique, on peut dire, c'est que la compétition est en fait réellement à couteau tiré. Parce qu'en pratique, quand vous déployez un smart contract sur Ethereum, il est visible par tous. Donc, en fait, c'est très facile de le cloner. Donc, en fait, Uniswap, vous l'avez déployé sur Ethereum, il tourne sur Ethereum. C'est une blockchain publique, les gens peuvent le voir, ils peuvent potentiellement le cloner et faire une copie de ce smart contract. Comme il n'y a pas de défense contre de droit à la propriété intellectuelle, mais en fait, vous n'avez pas non plus de risque juridique. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ne sont évidemment pas gênés. Ils se sont permis, quand ils ont vu des contrats qui étaient
qui avaient un grand succès, une bonne adoption, de les cloner et d'essayer de vampiriser la base d'utilisateurs de ces smart contracts. Donc, un exemple fameux, c'est l'attaque qui a été faite à Uniswap alors bon, c'est vraiment le côté folklorique de la blockchain par SushiSwap. Ok, donc ils ont dit, ok, on a fait une copie, un clone de Uniswap. Donc c'est le même service. Venez chez nous et si vous venez chez nous, bah, vous aurez un discount et en plus on va vous donner des jetons de gouvernance. En fait, des jetons de gouvernance, ça vous donne un droit de propriété, un droit de vote sur le nouveau protocole sur SushiSwap. Donc vous seriez si vous venez tôt, vous serez les propriétaires de SushiSwap. Et donc, ce qu'on a vu, c'était il y a quelques années, c'est qu'en une journée, au moment du lancement de SushiSwap, ils ont réussi dans la journée à vampiriser, à attirer 2 milliards quand même, 2 milliards de fonds qui sont partis d'Uniswap vers SushiSwap. Donc ça, c'est une caractéristique typique de la blockchain où, comme je l'ai dit, la compétition est vraiment à couteau tiré et c'est vraiment le Far West en fait. Quand vous n'avez pas de protection de la propriété intellectuelle, il faut vraiment arriver à défendre votre protocole par des moyens différents de ce qu'on observe dans la finance traditionnelle ou même dans des marchés plus standards. Il faut arriver à maintenir votre communauté, à faire que les gens restent avec vous. Donc, je vais passer les détails peut-être de l'attaque vampire. Vous aurez les slides à disposition. Donc, en fait, l'attaque vampire, on fait une promesse, on dit aux gens de donner les tokens DLP et on leur donne les tokens de SushiSwap. Et après, ils peuvent migrer vers le nouveau protocole. Donc, évidemment, ça a donné des idées à plein d'autres utilisateurs qui ont vu que SushiSwap, ça marchait bien. Et donc, on a eu une vague, surtout en 2021-2022, où les gens essayaient de cloner d'autres protocoles et d'attirer les utilisateurs. Et les utilisateurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, ils faisaient du nomadisme spéculatif. Ils allaient de protocole en protocole pour récupérer les tokens au début, quand il y avait beaucoup de promesses. Et puis après, ils quittaient les protocoles. Donc, on avait comme ça des vagues de bulles qui apparaissaient dans l'écosystème blockchain où un protocole avait vampirisé un autre protocole. Il y avait une bulle qui apparaissait. Tout le monde y allait pour récupérer les bénéfices qu'il y avait pour les adopteurs de première génération. Et puis, ils partaient au bout de quelques semaines ou quelques mois et le protocole s'effondrait. Donc, il y avait comme ça une grande instabilité. Aujourd'hui, des mécanismes ont été développés comme des mécanismes de reward à long terme, de staking, pour éviter ce genre de comportement vraiment prédateur. Mais c'est quand même une caractéristique de la DeFi où quand vous avez un nouveau protocole, il est toujours soumis au risque d'une attaque vampire, d'une attaque de clonage. Et donc, il y a un peu cette instabilité de l'écosystème. Au jour d'aujourd'hui, la DeFi ça évolue extrêmement vite, même s'il y a un peu une consolidation. Donc, en fait, des grandes innovations ont eu lieu je dirais, 2020 à 2021-22. Et les protocoles là, qui sont dominants sont plutôt de cette période-là. Donc, il y a un peu une forme de consolidation, mais on a quand même beaucoup, beaucoup d'innovations. Et donc, c'est un protocole, c'est un paysage qui change à très haute vitesse, difficile à suivre, hein, même pour des experts. Moi, j'essaie de suivre, mais il faut vraiment, tous les 6 mois, il se passe des choses nouvelles. Et par exemple, là, je vous ai mis un site web qui s'appelle DefiLama. Bon, je ne sais pas pourquoi Lama, ils ont décidé de s'appeler DefiLama. Et vous pouvez aller sur ce site web et là, vous aurez un aperçu des protocoles qui sont les plus populaires, de la valeur qui est investie dans chacun de ces protocoles, de leur activité jour par jour. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que par opposition à la finance traditionnelle où les données ne sont pas forcément accessibles ou difficiles à accéder ou coûteuses à accéder, dans la blockchain, tout est public. Donc, ça veut dire qu'on a une quantité, une qualité d'information qui est exceptionnelle parce qu'en plus, l'information est parfaite puisqu'il n'y a pas de bruit. Donc, en fait, vous pouvez en temps réel voir ce qui se passe dans les protocoles de prêt, dans les protocoles d'échange. Tout est accessible. C'est extrêmement transparent. Donc, maintenant, j'aimerais prendre un peu de recul sur ce que je vous ai présenté. J'apprécierais si vous avez des questions. Ça m'aiderait toujours un peu difficile de parler seul devant un écran. Donc, si vous avez des questions, ça m'aiderait pour diriger ou rediriger ma présentation. Enfin, après, s'il n'y a pas de questions, j'imagine que tout est clair. Je ne sais pas. Bon, ok, je vais continuer. Attendez, je dois voir quelque chose. Parce que je n'arrive pas à voir la boîte du. Est-ce que j'ai des questions dans le chat? Non, ok.
Très bien. Ok. Donc, maintenant, je voudrais prendre un peu de recul. Oui, J'aurais une question. oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait, je vous entends bien. Voilà. Ces smart contracts qui sont sur la blockchain Ethereum, c'est ça, en général? Alors, ils peuvent être sur d'autres blockchains, mais typiquement, oui, l'écosystème qui domine, c'est Ethereum. Alors, bon, ils ne peuvent pas être sur la blockchain Bitcoin, je crois, parce que le langage Bitcoin ne le permet pas. Tout à fait. Il est- Le langage Bitcoin est. Alors, il y a des évolutions, ils essayent un peu de faire. Daniel en connaît beaucoup mieux ça que moi, mais effectivement, le langage de Bitcoin est pas Turing complete et assez fruste, c'est pas pratique, quoi. C'est pas fait pour ça, quoi. Oui. Et je crois que le langage Bitcoin était prévu comme ça pour des raisons de sécurité, parce que pour éviter que des smart contracts rentrent dans des boucles infinies ou enfin, présentent des risques de sécurité. Je crois qu'à Tout à l'origine, fait. alors pourquoi est-ce que ce qui est vrai pour le Bitcoin ne le serait pas pour Ethereum? Pourquoi est-ce que Alors, ok, là, je vais vous expliquer. C'est Robert, c'est ça qui me parle, Robert, oui, monsieur c'est ça, Robert tout à Chardit. fait. Tout à fait. Ouais, ok. Donc, je vois que vous êtes bien informé. Tout ce que vous avez dit est correct. Alors, d'ailleurs, un peu de contexte sur ma présentation. Euh, Comme on ne peut pas tout couvrir, j'ai pris le parti de ne pas présenter les blockchains et la base technologique, le substrat technologique, d'accord? Parce que ça ferait trop de choses à faire en une présentation et c'est vraiment de se focaliser sur les cas d'usage. Mais effectivement, les cas d'usage sont déterminés par la technologie sous-jacente. Donc, ce que vous avez dit, je vais vous appeler par votre prénom, Robert, ce que vous avez dit est tout à fait correct. Donc, Bitcoin n'est pas adapté à ça. Et parce que le langage de Bitcoin n'est pas Turing complete, c'est un langage à pile. Et donc, c'est extrêmement compliqué de coder voilà, des smart contrats généraux. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin, c'est un ordinateur. Une manière de penser à Bitcoin et à Ethereum, mais aussi à Bitcoin, c'est un ordinateur répliqué des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois. Donc, c'est une base de données, mais réellement, c'est un ordinateur répliqué des dizaines de milliers de fois tout autour du globe et auquel tout le monde peut envoyer des instructions. Donc, évidemment, le risque, c'est que si vous pouvez, n'importe qui peut envoyer des instructions, vous allez avoir des attaques où typiquement les gens vont envoyer des boucles infinies pour saturer la capacité la capacité de l'ordinateur en question. D'accord? Donc, il faut vous trouver un moyen pour interdire rendre ce genre d'attaque impossible. Donc, la solution dans Bitcoin, elle est simple. Il n'y a pas de boucle. D'accord? C'est un langage à pile qui n'autorise pas les boucles. Mais donc, évidemment, ça rend la programmation au niveau complexe. D'accord? Ethereum, finalement, l'idée de fond dans Ethereum, hein, c'est pas très profond, hein, d'une certaine manière. C'est de faire une version de Bitcoin qui est Turing complete, de façon à ce qu'on puisse coder des programmes plus complexes. Mais évidemment, pour cela, il faut pouvoir autoriser des boucles. Donc maintenant vient la question, si ce n'était pas possible dans Bitcoin, comment c'est possible dans Ethereum? Si je comprends bien, c'est ça votre question? Et pourquoi est-ce qu'on avait ce problème de sécurité dans Bitcoin qu'on n'a pas dans Ethereum? Voilà, donc on arrive maintenant. Pourquoi on ne l'a pas dans Ethereum? On l'a dans Ethereum, mais la solution d'Ethereum, ce n'est pas une solution technologique, c'est une solution économique. C'est que dans Ethereum, quand vous envoyez du code, il faut y adjoindre du gaz. Donc, enfin, votre code a un coût et pour payer l'exécution du code, vous devez envoyer des Ethers. Et ce coût, il est mesuré en unité de ce qu'ils appellent le gaz. Donc, en fait, c'est une métaphore comme une voiture. Quand vous envoyez une transaction à Ethereum, vous devez charger votre voiture de gaz, si vous voulez. Et s'il n'y a pas assez de gaz, votre code, il s'arrête et la transaction que vous avez envoyée, elle ferme, elle échoue. Donc, si vous envoyez une boucle infinie, il faudrait mettre une somme infinie d'argent. Bon, évidemment, c'est absurde. Et à un moment, votre boucle infinie, elle va s'arrêter et vous allez payer énormément cher. Et ça, du point de vue de l'ordinateur, des mineurs, c'est très bien parce qu'ils vont récolter plein d'argent. Donc, en fait, la réponse d'Ethereum, c'est de rendre les transactions payantes, enfin, l'exécution du code payant. D'accord. Donc, ce n'est pas une solution. Alors après, c'est compliqué de faire l'architecture d'Ethereum, ce n'est pas si simple. Mais la solution de fond, c'est ça. C'est de répondre à ça par une incitation économique. Donc, en gros, une autre manière de le dire, c'est d'ailleurs, on a un peu ça sur sur les denial of service attack, c'est une des solutions classiques. On rend payant même des petites transactions. C'est un peu la même idée. Les transactions deviennent payantes dans Ethereum, mais elles ne deviennent pas payantes avec un coût fixe, elles deviennent payantes avec un coût qui varie en fonction de la complexité de la transaction.
D'accord? Et donc, une fois que vous avez ça, maintenant, vous avez Ethereum, qui est un ordinateur distribué, mondialisé. Et ce qui est important, c'est qu'il est inarrêtable. C'est-à-dire, comme son exécution n'est pas contrôlée par une personne, si vous envoyez une instruction à Ethereum, vous êtes sûr elle va s'exécuter. Personne ne peut l'arrêter. Et c'est ça la puissance. C'est pour ça qu'on parle de smart contract en passant, puisqu'en fait, un contrat, c'est toujours quelque chose qui vous engage dans l'avenir. On n'écrit pas des contrats pour des choses qui sont passées dans le passé. On écrit toujours pour s'engager dans l'avenir. Mais pour s'engager, il faut la certitude que les termes du contrat vont être honorés dans l'avenir. Alors bon, vous pouvez vous appuyer sur des avocats et des tribunaux pour ça, quand ça ne marche pas. Mais vous pouvez, si vous avez un ordinateur qui est inarrêtable, vous avez du code et vous savez que ce code va s'exécuter parce que personne ne peut arrêter l'ordinateur d'Ethereum. Et en ce sens-là, c'est un engagement. En ce sens-là, c'est un contrat. Donc, et ça, c'est donc, si on veut prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on a dit, donc j'ai commencé par des exemples. Maintenant, pour prendre un peu de hauteur, quelles sont les 4 propriétés fondamentales de la finance décentralisée et qu'est-ce qu'est la finance décentralisée? D'une manière un peu grandiloquente, je dirais que c'est la première incarnation de ce qu'on appelle l'Internet des valeurs. Donc, c'est quoi la notion derrière l'Internet des valeurs? C'est qu'actuellement, vous pouvez accéder à de la valeur à travers Internet, mais vous y accédez à travers Internet, mais pas réellement, puisqu'en fait, la réalité, c'est que vous y accédez à travers des intermédiaires qui opèrent sur Internet. Donc, la valeur n'est pas directement garantie par le protocole, elle n'est pas directement garantie par le web. L'Internet des valeurs, si on se débarrasse des intermédiaires, on n'a plus besoin de passer par une banque qui vous donne une vision de sa base de données interne. Vos actifs, la valeur est directement incrustée, si je pourrais dire, est directement échangée par le réseau, par le protocole, donc par Ethereum et donc sur le web. Et quelles sont les propriétés d'une question, non. Quelles sont les propriétés d'un tel système? C'est qu'il est ouvert, tout le monde peut y participer. Comme je l'ai dit, il est inarrêtable, il est programmable. Et aussi, ce qui est frappant, c'est que les différents smart contracts sont composables. Donc, les 3 points, je pense, sont assez clairs. Tout le monde peut participer. Je viens d'expliquer pourquoi Ethereum est inarrêtable, programmable. Bon, ça vient évidemment avec la notion de smart contract. L'argent devient programmable, composable. On peut donc interagir ces différents protocoles. Donc là, je vais vous donner un exemple qui est, à mon avis, le cas d'usage le plus frappant de la finance décentralisée, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas en finance traditionnelle. C'est que vous pouvez chaîner une transaction. Donc, c'est ce qu'on appelle un flash loan. Dans une seule transaction, vous pouvez faire tout un ensemble d'opérations. Donc, ce que vous avez à droite, c'est un utilisateur, c'est une transaction qui a réellement lieu, qui allait emprunter sur un protocole DYDX, qui est un protocole de prêt. Il allait emprunter des USDC. Donc, c'est un stablecoin. Et puis, après, il a fait tout un ensemble d'opérations. Il a retiré dans un autre protocole, il a échangé, il a récupéré ce qu'il a échangé, il a mis les liquidités dans un autre protocole, etc. Tout un ensemble d'opérations. Les détails ne sont pas importants. Ce qui est important de voir, c'est qu'à la fin, il a repayé son prêt. Si vous comparez ce qu'il a repayé à ce qu'il avait emprunté, vous verrez que la différence, elle est de l'ordre de 0,0000002 cents. Non, pas 0,002 $, pardon. Donc, c'est minime. Et comment est-ce possible? Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à emprunter 2 500 000, à peu près 2 500 000 $ et rendre 0,00002 $? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette séquence de transactions, elle est exécutée d'un seul coup par la machine. Donc, en fait, soit ça passe, soit ça casse. D'accord? Donc, le protocole qui est apprêté, DYDX, il est confronté à 2 possibilités. Soit l'utilisateur qui a emprunté revient à la fin de la transaction et il repaye. Donc là, le protocole va toucher le taux d'intérêt qui est minime, mais il va le toucher quand même. Soit la transaction échoue et en fait, elle est annulée et l'argent qui avait été emprunté n'a jamais été retiré du protocole DYDX. Okay, parce que c'est comme si cette transaction n'avait jamais eu lieu. Ça, c'est la particularité, c'est l'exécution atomique. Donc, c'est la particularité, c'est une transaction échoue dans Ethereum, on ne met pas à jour les états de la machine. D'accord? On ne met pas les états du ledger. Et donc, c'est comme si rien ne s'était passé. Et donc, en fait, le protocole DYDX qui prête l'argent ne fait face à aucun risque réel. Okay? Soit il est remboursé, soit c'est comme si rien ne s'était passé. Et donc, c'est pour ça qu'il peut prêter à un taux très bas, enfin un taux quasiment négligeable. Encore une fois, cette transaction, elle est exécutée dans un instant. C'est une transaction instantanée. Alors maintenant, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'emprunter pour rembourser tout de suite? Ça sert si vous faites de l'arbitrage. Si vous voyez des opportunités d'arbitrage entre différents marchés,
eh ben, vous empruntez, vous prenez l'opportunité d'arbitrage, vous récupérez l'argent et vous remboursez. Et c'est exactement ce que cet utilisateur a fait. Si vous regardez l'avant-dernière ligne, vous voyez combien il retire du protocole Compound, qui est un autre protocole. Et ça, vous voyez qu'il retire 2 538 000. Donc, en fait, il fait autour de 44 000 dollars de profit, puisqu'en fait, il arrive à retirer plus que ce qu'il avait emprunté. Okay. Donc, en fait, il y a un profit. Donc, cet utilisateur, à travers, clairement, vu la complexité de son opération, il avait un programme algorithmique derrière et il a vu qu'il y avait une opportunité d'arbitrage. Il allait l'exécuter, il a emprunté de l'argent et il a emprunté un taux négligeable. Mais là où c'est vraiment incroyable, enfin, moi, de mon point de vue, c'est incroyable, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas de risque pour celui qui prête l'argent, DYDX, on n'a pas besoin de collatéral pour exécuter un flash trade. Donc, l'acteur là qui a fait toute cette séquence d'opérations, qui a gagné 40 000 dollars, en fait, il a emprunté 2 500 000 sans collatéral. Ça peut très bien être un étudiant qui fait ça après les cours et qui s'amuse à optimiser. Et donc, c'est vraiment là, on voit vraiment l'aspect finance ouverte, les activités d'arbitrage sur Ethereum peuvent être faites par des gens qui, s'ils ont la capacité technologique et la compréhension de la technologie, qui n'ont pas de capital, parce qu'ils n'ont pas besoin d'emprunter. Ou alors, quand ils empruntent sur un flash loan et ils remboursent tout de suite. Et il n'y a pas de risque de contrepartie pour le prêteur. Et ça, on voit bien que c'est quelque chose qui n'existe pas en finance traditionnelle. Donc, il y a comme ça des nouveaux comportements, des nouvelles manières d'utiliser, de nouvelles manières de la finance qui ont émergé, qui étaient très difficiles à prévoir et peut-être qu'on en verra d'autres. Ça, personne ne l'avait prévu. Ce sont les premiers flash loans, c'est en 2020, où les gens ont commencé à réaliser qu'ils pouvaient faire ça. Aujourd'hui, c'est très professionnalisé, donc tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des opportunités, il y a beaucoup de compétition. Mais en pratique, à l'origine, c'était vraiment des étudiants qui faisaient ça, enfin des gens qui n'avaient pas vraiment d'argent et qui ont fait des fortunes sans capital parce qu'ils pouvaient emprunter comme ça sur un flash loan. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai décrit? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? En tout cas, je ne sais pas si ça vous surprend. Moi, la première fois que j'avais vu ça, ça m'avait énormément, ça m'avait extrêmement surpris. J'ai trouvé ça absolument incroyable comme possibilité. Dans l'exemple qui est affiché, on voit qu'il gagne de l'argent parce qu'il apporte des comps sur Compound et Ouais. ensuite il gagne de l'argent aussi parce qu'il retire des USDC de Compound. C'est vrai. Donc il gagne de l'argent d'une part parce qu'il apporte des choses, ça on le comprend, mais il gagne de l'argent parce qu'il en retire aussi. C'est bizarre. Alors, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à un moment, les protocoles, comme dans les attaques vampires, ils distribuaient des tokens pour attirer la clientèle. Donc, lui, en plus, il a gagné de l'argent parce que, comme il a utilisé Compound, il fait ce qu'on appelle des airdrops, il donne comme ça des bonus à ceux qui l'utilisent. Donc, en plus, il a gagné ça. En plus de. C'était ça votre question, Daniel? Oui, c'est ça, c'était ça, exactement. Ouais, parce qu'ils incitaient à la participation. Donc, en plus, il a gagné là-dessus. Ok, merci beaucoup. Donc ça, c'est un usage très. Donc voilà. Alors maintenant, encore une fois, on a un peu pris un peu de hauteur. Donc je répète, moi, ce que je vois vraiment qui est différent dans la finance décentralisée, c'est ces quatre propriétés. C'est ouvert, inarrêtable. Oui. Mais qu'est-ce qui, dans l'exemple là, qu'est-ce qui limite d'aller à plus l'infini? Enfin, Parce que probablement l'opportunité d'arbitrage, elle n'est pas infinie. À un moment, si vous échangez trop, vous passez vous voyez, en fait, typiquement, une opportunité d'arbitrage, parce que deux prix ne sont pas alignés, vous allez les réaligner. Mais ce n'est pas infini. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où vous passez dans la section. Mais ça, les opportunités d'arbitrage, ça existe. Par exemple, l'exemple prototypique, c'est il y a un exchange à Chicago et à New York. Par exemple, ils font des échanges sur les matières premières. Des fois, les prix ne sont pas alignés. Et dans la finance traditionnelle, il y a des acteurs dont le métier, c'est si par exemple le blé est moins cher à Chicago, ils vont l'acheter à Chicago et le vendre à New York, jusqu'à ce que les deux prix soient réalignés. D'accord? Alors, on ne peut pas faire ça à l'infini. À un moment, je ne sais pas qui me parlait là. Il y a un autre phénomène, si je puis me permettre, c'est que c'est payant tout ça. Il y a quand même du gaz, ça rejoint la question tout à l'heure. Donc, on ne peut pas faire une infinité de transactions. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, parce qu'encore une fois, on n'a pas couvert la technologie, c'est que quand vous envoyez des instructions, enfin, on l'a dit tout à l'heure, si c'est vrai, il y a un coût d'exécution. Donc en fait, quand j'ai dit si la transaction échoue
celui qui a prêté l'argent n'a rien perdu puisqu'elle elle est annulée. Par contre, celui qui l'a emprunté, il a perdu les coûts d'exécution. Il y a quand même un coût, il y a un risque pour celui qui essaie d'exploiter l'opportunité d'arbitrage, c'est que sa transaction ne passe pas, il paie les coûts d'exécution et il n'a rien parce que la transaction est annulée. Ça, c'est possible. Donc, ce n'est pas sans risque du côté de celui qui… Mais ça, heureusement que les traders font face à un risque, ça serait trop beau sinon. Mais voilà. Mais après, le coût d'exécution, typiquement, enfin, ça dépend. Mais là, on parle de 50 000 $. Le coût d'exécution, ce n'est pas 50 000 $ pour ça. Hein. Plutôt en dizaines de dollars ou peut-être centaines maximum. Donc, ce n'est pas non plus si cher d'exécuter une transaction. Enfin, c'est de plus en plus jamais. OK. Non, mais ce qu'il y a, c'est que les frais de transaction se payent en gaz qui, en fait, est de l'Ether. Et donc, si la personne ne sort jamais sur l'Ether, elle ne récupère pas de quoi payer des nouvelles transactions. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc vous voyez, bon, c'est assez étonnant. Bon, voilà, c'est quelque chose de très particulier. Donc maintenant, je voudrais prendre encore plus de hauteur, si possible, si c'est possible, par rapport à ce qui différencie la finance traditionnelle de la finance décentralisée. Donc fondamentalement, il faut comprendre que l'architecture du système financier traditionnel, ou même d'ailleurs du monde des affaires plus généralement, ça peut être les assurances, c'est pas que les banques ou la finance. En fait, on est dans un monde où chaque institution financière détient sa propre base de données. D'accord? Et ces bases de données sont connectées entre elles. Il y a une question? Non, j'ai eu l'impression. Non. Ces bases de données sont connectées entre elles et évidemment, elles doivent être consistantes. Donc, par exemple, là, si vous avez la base de données 1 et la base de données 2, ils échangent par exemple des actifs contre de la monnaie. Et effectivement, il faut créditer Allô, la Julien, base tu de es données. toujours là? Oui, J'ai l'impression qu'on l'a perdu. oui, moi je suis là. Ah, d'accord. Vous m'entendez? On entend très bien. D'accord. Donc, vous voyez bien, par exemple, imaginez que vous avez les deux registres en haut, c'est la BNP et la Société Générale. Si la BNP et la Société Générale font un échange, il faut qu'ils mettent à jour leur registre. Donc, par exemple, si la Société Générale avait une action et la BNP veut l'acheter, bah, il va falloir créditer l'argent, va créditer de l'argent à la Société Générale et transférer l'actif à la BNP. Et l'actif qui était dans un registre, il va disparaître d'un registre, apparaître dans l'autre et la monnaie va se déplacer. Mais vous voyez bien qu'il n'y a rien qui garantit ça dans le système. Okay, et donc, pour ceux d'entre vous, probablement il y en a plus d'entre vous qui travaillent dans la finance, vous savez très bien que dans les banques, dans les institutions financières, il y a toute une part de l'activité qui s'appelle la réconciliation et qui consiste à s'assurer qu'effectivement, après un échange financier, bah, les deux bases de données sont bien consistantes. Et ça peut être même plus compliqué quand vous avez des options ou des échanges, des accords financiers qui évoluent dans le temps. Il faut s'assurer que les deux acteurs financiers ont bien la même vision. Vu la vitesse des échanges financiers, la connectivité énorme du système financier actuel au niveau mondial, on arrive des fois dans des situations extrêmement complexes où des actifs sont dans des, si je pourrais dire, dans des états quantiques, où ils apparaissent dans plusieurs bases de données à des endroits différents du monde. Et même des fois, on ne sait même plus qui a la propriété, il faut réconcilier, ça peut prendre des semaines, ça peut être très compliqué. Donc ça, c'est l'état du système financier et des systèmes de base de données actuels. OK, c'est vrai dans la finance, mais c'est vrai en fait dans plein de choses. On a les mêmes problèmes dans les supply chains, on a les mêmes problèmes dans l'assurance, etc. Quelle est la proposition fondamentale de la blockchain? Bah, donc en fait, c'est de remédier à ce que j'ai appelé cette balkanisation des données où tout est éclaté et de permettre au flux d'informations de s'opérer de manière beaucoup plus naturelle et sans friction. Et l'idée, elle est très simple, c'est de dire, en fait, ce qui est central, ce n'est pas les utilisateurs, c'est la donnée. Donc, en fait, on a une base de données dans laquelle il y a les jetons, les fameux tokens, et ces tokens, ils ne se déplacent pas d'une base de données à une autre, ils existent dans cette base de données. Par contre, ce qui va changer, c'est que c'est maintenant les utilisateurs, donc les banques, qui vont orbiter autour de la base de données, d'accord, et qui vont modifier la propriété des jetons, mais pas déplacer les jetons d'une base de données à une autre. Donc moi, je vois ça un peu comme un changement, si je pourrais dire, copernicien, si vous voulez, du rapport à la donnée, où ce n'est pas la propriété qui prime, c'est la donnée qui prime, et c'est la propriété donc la propriété des actifs, hein, qui est, elle, attachée à la donnée, d'accord. Et ça, l'intérêt d'une telle structure, c'est qu'on n'a plus les problèmes de réconciliation, on n'a plus les problèmes de supervision, puisque par nature,
ok, il est impossible que votre donnée elle appartienne à deux personnes différentes, enfin si le consensus marche bien, puisque vous avez une seule base de données. Et donc là, la réconciliation, vous pouvez vous en passer, ou alors elle est automatisée par le protocole, et tous les intermédiaires dont c'était le rôle et de s'assurer de la cohérence des bases de données deviennent superflus. Et donc au bout du bout, au fond du fond, la question qui se pose, c'est la question du partage de la donnée. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? D'accord, donc ça c'est la proposition fondamentale. En passant, sur cette vision-là copernicienne, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire ça avec une blockchain décentralisée comme Ethereum. On pourrait faire ça avec une blockchain de consortium où les banques se mettent d'accord. Ils se disent, donc c'est ce qu'ils appellent un decentralized ledger ou ce qu'ils appellent au DLT, decentralized ledger technology. Ils disent, on va créer une base de données et on va la partager entre nous. Comme ça, on va toujours être d'accord parce qu'on aura la même base de données, la même vision du système. D'accord? Et ça, on peut le faire dans un environnement qui est non décentralisé. Et d'ailleurs, là, il y a un projet qui vient d'être lancé le mois dernier, Canton, un nouveau projet, Canton Network, dans lequel je crois il y a la BNP, il y a Capgemini, il y a Goldman Sachs. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent jetoniser, ils veulent utiliser les propriétés de la finance décentralisée, mais ils ne veulent pas se retrouver dans un environnement complètement ouvert comme Ethereum. Ils veulent contrôler quand même l'accès à la base de données, mais ils veulent la partager. Parce qu'ils voient bien l'intérêt de se passer des problèmes de réconciliation, d'automatiser tout un ensemble d'opérations, etc. Donc, ça, c'est la promesse, c'est la vision à long terme. Évidemment, cette vision, elle pose plusieurs problèmes parce que c'est une rupture de fond entre le rapport à la donnée traditionnelle et proposé par la blockchain. Pourquoi? Parce que la première chose, quand vous partagez les données, vous avez évidemment un problème d'anonymité. En fait, ce qui se passe est partagé, donc tout devient visible. Donc ça peut être problématique. En particulier quand on sait que les entreprises, maintenant, dans leur ADN, il y a quand même cette idée qu'elles veulent garder leurs données, qu'elles veulent avoir le contrôle et qu'elles ne veulent laisser révéler que ce qu'elles veulent et pas par défaut avoir toutes leurs données accessibles. Donc ça, c'est un premier problème de philosophie de contrôle de la donnée. Et donc, est-ce que les entreprises et les banques sont prêtes à passer dans un monde ouvert comme le monde de la blockchain? Ce n'est pas du tout clair, mais il y a des solutions à ça, on pourra en parler. Il y a des problèmes technologiques, la technologie n'est pas vraiment mûre, donc il y a beaucoup de hacks. Donc ça, c'est clair que il y a beaucoup d'argent et donc dans la finance, même dans la défi, il y a des vols, des hacks énormes. Et donc, les banques traditionnelles ne sont pas prêtes à aller dans une technologie qui n'est pas mature, mais on avance à grands pas là-dessus. Il y a des problèmes légaux aussi à l'interface légale, il y a des problèmes de capacité de traitement de l'information, mais ça aussi, on avance là-dessus. Donc, il y a tous ces obstacles qui doivent être résolus. Personnellement, je pense que l'obstacle principal, la tension principale, c'est la protection de la donnée et est-ce que les acteurs traditionnels sont d'accord pour… Ils aimeraient bien avoir cette base de données partagée parce qu'ils voient bien que c'est plus pratique et en même temps, ils aimeraient bien garder le contrôle de leurs données et ne faire fuiter que ce qu'ils ont envie de faire fuiter. Et là, effectivement, on voit qu'il y a une tension majeure, mais il y a des solutions qui arrivent en utilisant, alors Daniel connaît beaucoup mieux que moi, des technologies cryptographiques plus avancées. Donc là, je vais vous en présenter une, je vais sauter ça parce que c'est un point un peu technique. Donc en fait, la solution qui émerge, parce que l'écosystème, comme je vous disais, évolue très vite, hein, c'est ce qui est fascinant dans les blockchains. Hein. Ce qui se fait maintenant est différent de ce qui se faisait il y a 3 ans. Donc il y a 3-4 ans, il n'y avait pas de finance décentralisée. Et ce dont je vais vous parler maintenant, ça n'existait pas il y a 3-4 ans. Ça a émergé il y a 3-4 ans et ça commence maintenant. C'est ce qu'on appelle les solutions de niveau 2. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à résoudre 2 problèmes. Les blockchains sont trop lentes, d'accord? Donc, typiquement, Ethereum, c'est, je sais plus, c'est une quinzaine de transactions, une vingtaine de transactions à la seconde sur le réseau Ethereum. Et donc, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait plus de débit. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on pourrait aussi garder la protection des données, si vous voulez, la privacy des données, pas forcément mettre tout sur chaîne. Et en fait, il y a une solution qui est en train d'émerger, qui a l'air de répondre à ces 2 demandes, c'est l'utilisation d'un niveau 2. Donc, imaginez que vous avez la blockchain Ethereum au niveau 1, et au niveau 2, vous avez une deuxième blockchain. Cette blockchain, elle peut être sur un modèle de consensus très centralisé, elle peut être… par exemple, une sorte de dark pool. Ça peut être, par exemple, partagé entre quelques banques qui font ce qu'elles veulent entre elles et donc qui garantit la privacy.
Donc, elle peut avoir toutes sortes de propriétés. Maintenant, la question, c'est comment on garantit la cohérence. Vous allez me dire, on est revenu au problème d'origine, puisque vous nous avez dit, il ne faut pas avoir plein de ledgers. Maintenant, vous êtes en train d'en créer un autre, donc on va avoir des problèmes de cohérence. Mais le point là, c'est que la cohérence entre le layer 1 et le layer 2, on va l'assurer par une nouvelle technologie qui est ce qu'on appelle des. Alors, Daniel n'aime pas ça, des validity roll-up, des preuves de zero knowledge, je ne sais pas quel mot je dois utiliser, mais des preuves de validité. Donc, en fait, les preuves de validité, ça vous permet de garantir que ce que vous avez fait au niveau 2 est correct. Et vous pouvez, en fait, ce que vous reportez sur le niveau 1, c'est seulement la preuve de la validité de ce que vous avez fait au niveau 2. Et elles ont l'avantage d'être plus succinctes, ce qui permet de garantir un plus gros débit et potentiellement de préserver la privacy parce qu'en fait, c'est des preuves zero knowledge ou à diffusion nulle de connaissances. Peut-être que Daniel, ça serait bien si tu peux m'aider là-dessus. Tu connais beaucoup mieux que moi si tu veux rajouter Oui, quelque alors, chose. alors, souvent, c'est appelé du zero knowledge, mais ce qui est voulu dans les blockchains, c'est pas la propriété de zero knowledge. En fait, c'est des mécanismes qui, on va appeler ça du calcul vérifiable. Et c'est un mécanisme c'est une preuve cryptographique qu'un calcul s'est correctement effectué. Et cette preuve est beaucoup plus courte que le calcul lui-même. Et donc, l'idée, c'est par exemple, vous avez un petit smartphone et il y a un serveur qui vous envoie le résultat d'un calcul et a priori, vous voulez vérifier vous-même que ce résultat est correct, mais le serveur est plus puissant que vous et vous n'avez pas la capacité de le faire. Il y a des mécanismes cryptographiques où on demande au serveur d'envoyer une preuve très, très courte, du genre logarithmique à la taille du calcul ou quelques centaines d'octets, et qui vont certifier que le calcul est correct et qui sont vérifiables sur le smartphone. Alors, dans le monde des blockchains, donc ça, c'est réutilisé en disant on va déporter des exécutions, des calculs, des transactions en dehors de la chaîne, mais on peut quand même récupérer la sécurité native de la chaîne qui est soit la preuve de travail, soit la proof of stake, etc. Et donc, des preuves de validité, donc validity, sont envoyées du hors-chaîne vers la chaîne et elles sont vérifiables par les nœuds validateurs. Et donc, comme ça, on peut faire un batch, comme sur le dessin, un lot de 2000 transactions qui en fait vont être concentrées en une seule transaction qui essentiellement consiste à la preuve que tout s'est bien passé. Donc, ça, c'est des techniques qui viennent du monde du zero knowledge cryptographique. Il se trouve que scientifiquement et technologiquement, le plus dur à faire, c'est le fait que la preuve soit très, très courte. Le zero knowledge, il est relativement facile à rajouter. Et dans la plupart de ces systèmes, genre Rollup, en fait, on veut quand même la transparence parce qu'on veut que les gens soient capables de voir ce qui se passe. C'est ce que disait Julien tout à l'heure. Donc, du coup, le zero knowledge est enlevé, mais on garde cette propriété de preuve très courte. Et bon, voilà. Donc, donc souvent, on entend parler de Zika Rollup, Zero Knowledge Rollup, sauf qu'en fait, ce n'est pas du Zero Knowledge. Et donc, il y a des gens qui se dire Validity Rollup, où on envoie plutôt des preuves de validité, même si scientifiquement, les chercheurs, tout ça, ça vient du monde du Zero Knowledge, mais en fait, on enlève le Zero Knowledge. Oui, une question vis-à-vis de cette solution de mise à l'échelle. Est-ce que ce passage à des solutions avec couche 2 ne menace pas en fait à terme le modèle économique des blockchains à Turing Complete? Puisque si je comprends bien, dites-moi si je fais erreur, la blockchain de premier niveau, elle pourrait être du coup Bitcoin, avec une sécurité a priori supérieure et une décentralisation supérieure à celle d'Ethereum ou d'une autre chaîne de gens, puisque, sauf erreur de ma part, encore une fois, sur la couche 1, on n'a plus besoin de calcul Turing complet. Alors, ok, donc je comprends la question. Il faut quand même que la couche 1… La question. Ouais, j'ai compris la question. Là. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Donc, la couche 1, en fait, va pouvoir donc, autoriser l'exécution de programmes mettons, de langage Turing complet, alors qu'elle-même n'est pas Turing complete, c'est ça? En fait, est-ce que du coup, parce que bon, je pars de l'idée, enfin, ce qui est peut-être discutable, que la blockchain la plus sécurisée et la plus décentralisée, c'est actuellement Bitcoin, actuellement, ça n'est pas satisfaisant, évidemment, ça n'est pas Turing complet, donc ça ne permet pas de faire des contrats intelligents. En revanche, s'il y a une solution avec deux niveaux, donc Layer 2 qui est présenté ici, on peut imaginer du coup que la couche basse, la couche 1,
elle ne soit pas Turing complete. Et dans ce cas-là, si ce genre de solution avec donc Rollup devient populaire, qu'est-ce qui empêcherait à ce moment-là de faire ce genre de solution, ce modèle sur Bitcoin? Et est-ce que ça n'aurait pas un avantage du coup du point de vue de la sécurité? D'accord. Donc, en fait, il faut quand même que la couche de niveau 1 présente la possibilité de vérifier ses preuves. Et même si c'est beaucoup plus simple, le langage de Bitcoin, de script de Bitcoin, ne permet pas de le faire. D'accord. Voilà. Il faut quand même que la couche 1 soit Turing complete pour ce modèle-là. D'accord. Non, 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 pas forcément Turing complete. Il faut juste qu'elle soit en mesure de vérifier des preuves. Mais c'est quand même, donc ces preuves-là, ça part quand même sur la théorie des nombres, sur des grands entiers, enfin de la cryptographie, quoi. Et donc, ni l'une ni l'autre, en fait, donc, bon, Bitcoin, c'est vraiment compliqué parce que voilà, c'est très restreint. Ethereum a ses smart contracts donc, qui peuvent exécuter, mettons, du code générique avec cette contrainte sur le gaz qui va limiter le nombre d'étapes de l'exécution. Cela dit, Ethereum nativement ne va pas supporter, comme on dit en informatique, les opérations cryptographiques qui sont nécessaires pour vérifier. C'est-à-dire, même si c'est Turing complet des deux côtés, il faut implémenter quand même de la théorie algorithmique des nombres, des grands entiers, des entiers modulo, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément très natives dans Ethereum. Et donc, ils ont fini par rajouter des instructions pour faire ça, mais ce n'était pas au début d'Ethereum. Donc là, le discours, puis c'est vraiment Ethereum qui pousse beaucoup à faire des roll-ups, en fait. Donc ça, c'est un monde très, très Ethereum, donc les roll-ups. Je ne sais pas si ça répond à la question. D'accord, oui, tout à fait, merci. Mais en fait, moi, ça m'intéresse. J'avais l'impression qu'ils essayaient un peu de faire quelque chose comme ça sur Bitcoin, non? Il n'y avait pas un peu des… Alors, Bitcoin, ils ont des protocoles au niveau 2. Qui s'appellent donc le plus célèbre, c'est Lightning. Et en fait, c'est des canaux de micro-paiement qui permettent effectivement, les utilisateurs peuvent deux à deux ouvrir un canal de micro-paiement où ils peuvent s'échanger des bitcoins. Et donc, il y a une opération d'ouverture qui est une transaction de niveau 1 de bitcoin qui ouvre ce canal entre deux utilisateurs. Une fois que ce canal est ouvert, des fonds peuvent transiter dans un sens ou dans l'autre. Et à un certain point dans le temps, l'un ou l'autre utilisateur peut fermer le canal et le solde est réparti sur les deux utilisateurs. Donc ça, c'est un canal de micro-paiement, mais la grande force de Lightning, c'est qu'en fait, on peut les mettre en réseau. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 3 utilisateurs A, B, C, et c'est un canal de micro-paiement entre A et B et C, donc donc 2 transactions de niveau 1 pour ouvrir le premier canal entre A et B et une autre de niveau 1 pour ouvrir le canal entre B et C. A pourra faire transiter des fonds vers C sans ouvrir de canal avec C. Et donc, ça fait un graphe de canaux de micro-paiement où des fonds peuvent transiter sans qu'on exprime ces mouvements de fonds sur la couche de niveau 1. Donc, on dit souvent que c'est niveau 2, mais la philosophie est vraiment très, très différente de celle des roll-ups. Ouais. Donc, on est arrivé à la conclusion, en fait. Donc, la conclusion sur un peu quel est l'avenir de la DeFi et des blockchains plus généralement. Donc, ça, c'est un peu ma perception, mais donc, c'est quand même ce qu'on voit émerger dans l'écosystème. C'est que les développements consisteront à migrer une grande partie des transactions vers donc, des blockchains de niveau 2 ou de deuxième couche et d'utiliser des technologies de cryptographie moderne et avancées pour enregistrer non plus les transactions elles-mêmes, mais la preuve des transactions sur le niveau 1. Et donc, comme Daniel l'a expliqué, les preuves sont plus compactes, la vérification est plus compacte et ça permet d'augmenter le débit de manière considérable. C'est par plusieurs ordres de grandeur. On ne parle pas de l'augmenter de 50%. On parle d'augmenter par plusieurs ordres de grandeur du débit sur le niveau 1. Et potentiellement, si on y rajoute de la zero knowledge, qui n'est pas toujours le cas actuellement avec les Validity Rollup, mais c'est faisable, on pourra aussi garantir la privacy je n'arrive pas à dire la protection des données des transactions et donc résoudre les deux problèmes, les deux goulets d'étranglement de la blockchain. La vision qui émerge de ça, c'est un network de blockchains potentiellement permissionnées, privées, ouvertes, qui orbitent autour de blockchains de niveau 1, elles très décentralisées et très ouvertes, comme par exemple Ethereum et Tezos, et donc des protocoles de communication qui permettent à ces blockchains de niveau 2
de communiquer, d'être toujours, comment dire, consistante avec l'information enregistrée sur le niveau 1. Pour résumer, moi, la vision de ce qui se passe, c'est qu'on a une transformation qui prend du temps, une mue qui est un peu douloureuse du système financier parce qu'effectivement, c'est extrêmement disruptif. Mais de la même manière que la cryptographie au XXe siècle a profondément modifié le mode du fonctionnement de la finance et donc l'émergence du e-commerce, de la finance digitale, on a une nouvelle vague d'innovation en cryptographie, la technologie, si vous voulez, du XXIe siècle, et je pense qu'elle sera amenée à terme à modifier de manière aussi profonde la manière dont les échanges financiers sont faits et les échanges commerciaux. Voilà, donc c'est la conclusion que je voulais donner. Peut-être que Daniel, tu peux être d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, c'est ce que je viens de dire. Alors, moi, je suis un bête cryptographe, je ne fais pas de philosophie, mais ce que je peux dire, c'est que c'est important quand même pour les gens qui s'intéressent à Ethereum. Ethereum a annoncé que son futur serait rollup-centric. Donc, ils vont rajouter, avec des mises à jour du protocole et des EIP, Ethereum Improvement Proposal, justement des opérations de la machine virtuelle d'Ethereum ou des opérations au niveau du protocole pour faciliter la mise en place de rollup. C'est-à-dire que là, ça existe déjà, les roll-up, mais c'est un peu faire rentrer des ronds dans des carrés. Voilà. Et là, ils font tout. Donc alors, le mot qu'ils appellent, c'est dank sharding. C'est un mot un peu barbare. Voilà. Dan Kreitfest, c'est celui qui réfléchit à ça. Et sharding, c'est une idée qu'ils avaient il y a 2-3 ans, sauf que maintenant, donc, il n'y a plus de sharding. Voilà, donc déjà, donc, ça aide pas trop. Et donc, ça sera roll-up centrique. Donc, ils pensent que le niveau 1 sera essentiellement des vérifications de preuves d'exécution correcte d'actions qui se passent en niveau 2 et que les nœuds validateurs, essentiellement, vérifieront des preuves. Voilà, bon, après, je peux prendre des questions. Ça pose pas mal de problèmes, quand même, cette histoire de roll-up. Voilà. Parce que le roll-up, il y a un opérateur auquel on envoie les transactions et c'est lui qui fait un batch de transactions et qui le soumet au niveau 1. Donc, du coup, il y a des points de recentralisation, de censure, etc. Même si cet opérateur est volontairement indéfini, ça peut être un consortium, ça peut être une autre blockchain, etc. Oui, la question que je voudrais vous poser, c'est, je pense à une application de la finance décentralisée. Vous allez me dire si c'est utopique ou si ça peut avoir un impact capital. Voilà, il y a des centaines de millions de personnes qui ne sont pas bancarisées, qui n'ont pas accès aux services bancaires, en particulier en Afrique. Bon, pour diverses raisons, parce qu'elles n'ont pas de papier d'identité, parce qu'elles sont loin d'une agence bancaire, ou parce qu'elles n'ont pas de feuille de paye. Et je voulais savoir si la finance décentralisée pourrait leur permettre d'avoir un pied dans le monde de la finance, enfin, d'accéder à des services bancaires, par exemple de lever des fonds s'ils sont entrepreneurs, ou de pouvoir vendre leurs services. Est-ce que on peut dire quelque chose là-dessus? Alors, oui, mais en fait, même les cryptos, en fait. D'une certaine manière, je pense qu'il y a un peu un côté, on a tendance à tout voir sous notre propre perspective. Donc, le succès des cryptos est plus compliqué en Europe, aux États-Unis, parce que la monnaie fonctionne. Demandez à un Argentin, demandez à un Nigérien s'ils utilisent de la crypto, ben, ils vont vous dire bien sûr que les gens utilisent de la crypto. Parce que quand vous avez 150% d'inflation, ben, vous préférez avoir des bitcoins que de la monnaie locale. D'accord? Et donc, dans beaucoup de pays qui ont des systèmes financiers très instables, on voit déjà un usage de la crypto. D'accord? Puisqu'en fait, quand le système financier, j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais ça se comprend, quand le système financier s'effondre, ben vous avez potentiellement vous voyez, une alternative qui vous est offerte par la crypto. Okay. Donc, on voit ça arriver. Après, je vous avoue que je ne connais pas les chiffres exacts. Je sais que c'est quelque chose qui est utilisé. Et on ne parle pas de la défi, là, on parle juste un système de paiement. Hein. Juste avoir, vous voyez, des téléphones pour payer. Vous mettez votre argent. Vous êtes disons en Argentine, vous avez votre paye, vous la transférez en Bitcoin. Comme ça, au moins, vous ne perdez pas, ça ne s'effondre pas tous les mois de 10%. Et puis, vous arrivez à payer entre téléphones ce que vous avez à payer. Donc, juste le paiement et la préservation de la valeur, bah, c'est une proposition qui est très valable dans beaucoup de pays. Comme vous disiez, ça, c'est la bancarisation.
Après, il y a aussi plein de solutions qui sont proposées par d'autres acteurs. Et par exemple, en Afrique, ils n'utilisent pas des cryptos et qui ont l'air aussi de bien fonctionner, par exemple avec des SMS, etc. Donc, c'est vrai qu'ils utilisent des technologies aussi plus rudimentaires. Je vous avoue que je ne suis pas un expert, mais c'est sûr que c'est utilisé. Le Nigeria, je pense que c'est un des exemples, je crois 20 à 25% de la population, c'est les chiffres qui circulent, ont des cryptos. Alors, Et c'est un moyen pour eux de se bancariser. ce que je peux rajouter, donc dans le cadre de la chaire, on finance gracieusement, enfin on finance quoi, une association qui s'appelle Blockchain for Good, qui justement donc fait des rapports très copieux et ils réfléchissent à des usages, donc notamment le problème de l'identité, qui effectivement, il y a, je sais plus, 40% de la population mondiale ou 30% qui n'a pas d'état civil, des choses comme ça. Donc, Blockchain for Good, je vous invite à les rencontrer. Et donc, ils réfléchissent beaucoup à ça et ils recensent surtout, ils font un travail énorme de recensement des initiatives au niveau mondial. Donc, ils ont des correspondants dans beaucoup de pays, des projets blockchain qui font de la finance, non, justement, qui sortent un petit peu de ces projets financiers pour aller plus sur des objectifs de développement humain. Ouais. Et ce qui est difficile, c'est de maintenir à jour leur base de projet parce que ce type de projet, ça vit, ça meurt très vite. Donc, Blockchain for Good, vous pouvez les googler, dire que c'est de notre part parce qu'on les connaît très bien et on les finance. OK. Donc, votre idée est très raisonnable. Après, juste pour rajouter là-dessus, en fait, un exemple, typiquement, le problème, c'est la connexion entre la crypto et le système financier. Donc, un exemple qui a eu typique, c'est quand la Russie a été frappée de sanctions financières, les gens ont pensé, en tout cas dans le monde crypto, que les Russes allaient migrer beaucoup vers des solutions crypto. Et en fait, on ne l'a pas vu tant que ça, d'accord, parce que en fait, le gouvernement a fait très attention et a menacé de sanctions très fortes les gens qui transféraient leur monnaie en crypto, et le système bancaire a coopéré. Donc en fait, il y a aussi potentiellement dans certains pays la volonté d'empêcher le recours à une telle utilisation parce que les gouvernements ont peur que les gens migrent du système bancaire, sortent leur argent et passent dans un système parallèle. Donc, typiquement en Argentine, on va trouver une obsession, mais c'est un exemple, c'est impossible d'avoir des dollars et la crypto, ils essaient d'empêcher les gens d'y accéder, parce que c'est une menace Oui, potentiellement. Donc, il y a aussi des obstacles. Ouais. typiquement, juste une petite anecdote concernant la Russie. L'association de Navalny, donc, vous savez, l'opposant qui est emprisonné, auparavant, il disait justement aux Russes qui voulaient les financer qu'il fallait leur envoyer des bitcoins. Parce que tout simplement, leur compte bancaire, il pouvait être bloqué. Et Voilà. Bitcoin ne pouvait pas être bloqué. Enfin, Bitcoin, ça pourrait être une autre. Enfin, voilà, c'est juste un petit Mais exemple, ça, une petite anecdote. exactement, mais ça, c'est les flux de l'extérieur. Mais par exemple, moi, j'ai des amis russes qui m'ont dit, enfin, leurs parents étaient là-bas. Eux, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est sortir leur argent d'un compte bancaire en Russie et à le déposer en crypto. Parce qu'en fait, dès que vous sortez l'argent d'un compte bancaire, vous êtes très surveillé. Et s'ils voient que vous faites ça, c'est très dangereux. Ah, Donc, d'accord. c'est ce genre. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'autre sens. Ah, d'accord. Mais Alors, ça aurait. Ouais. moi, je peux rajouter un truc, Blockchain for Good, si ça vous intéresse. Ils avaient fait intervenir, ils avaient fait une présentation à la Caisse des dépôts, quand est-ce que c'était? Il y a quelques mois. Et ils avaient fait intervenir, enfin une présentation, un petit séminaire comme ça de 3 heures. Ils avaient fait intervenir quelqu'un d'Afrique en visio qui expliquait par exemple excusez-moi, j'ai un bruit. Que, par exemple, pour le franc CFA, entre deux pays qui ont le franc CFA, ça revenait moins cher de faire un transfert en crypto-monnaie que faire transférer les francs CFA par le système bancaire. Voilà, il y a des choses comme ça qui se passent, quoi. Voilà. Et que, par exemple, ils ont peut-être plus confiance en Bitcoin que dans des monnaies défaillantes. Je ne dis pas que le franc CFA est défaillant, mais voilà. Le franc CFA, ça va. Mais ça pose d'autres problèmes. Mais voilà, Ouais. oui, non, mais il y a des entreprises en crypto, Stella, je ne sais plus trop ce qu'ils font, qui sont spécialisées là-dessus. C'est vraiment leur business model. Ils vont en Afrique pour essayer de bancariser les gens. Mais je crois aussi que Wikileaks ne peut se financer que par le Bitcoin, parce qu'ils n'ont pas Alors accès ça, c'est aux autre chose. Oui, tout à banques fait. Visa et Mastercard, et Si que vous voulez faire des choses comme ça et pas être suivi, leur seul moyen de financement. ça, j'en ai pas trop parlé dans la présentation, mais c'est sûr que c'est un des usages évidents de la crypto, c'est de contourner la régulation, de ne pas laisser de traces. Enfin voilà, ça. Alors c'est bien dans le cas de Wikileaks, enfin, ça dépend ce qu'on pense, mais moi je pense que c'est quand même pas mal de permettre aux gens de passer de l'info. Et pour certains usages, c'est probablement beaucoup moins bien. Mais bon, voilà. C'est-à-dire, c'est moins bien que ce que tu veux dire.
Bah, pour les usages criminels, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi des usages criminels dont on n'a pas parlé, mais qui existent, quoi. Ah, ben, la question, c'est savoir si Wikileaks est criminel ou non. Donc, ça, c'est Ah non, non, justement, Wikileaks, je dirais, moi, Wikileaks, ça me va. Mais après, c'est un peu pareil, la liberté, si on peut faire que des choses bien avec la liberté, c'est pas la liberté, en fait. La liberté, elle peut toujours être utilisée. Bon, peut-être qu'il y a une autre question. J'ai l'impression qu'il y avait d'autres gens qui voulaient poser des questions. Un mot sur la sécurité du système. Peut-être à court terme, s'il y a des hackers ou des choses comme ça qui s'intéressent à casser ce genre de système. J'imagine qu'avec les techniques de cryptologie actuelles, c'est pas trop facile. Mais si on se projette un peu plus loin dans le temps avec l'informatique quantique, comment vous voyez les choses? J'imagine que c'est moi qui réponds. Alors, les deux primitives cryptographiques qui sont utilisées dans les blockchains au niveau le plus simple, c'est les fonctions de hachage cryptographique, qui ne sont pas très connues, et la signature électronique. D'accord? Signature électronique, les gens se font une idée de ce que c'est en disant c'est un peu comme la vraie signature. Et donc, ça repose sur des problèmes difficiles. Alors, ça fait longtemps qu'on ne fait plus vraiment du RSA et de la factorisation d'entiers. C'est plutôt basé sur du logarithme discret, sur un groupe donc fini. Et en fait, l'ordinateur quantique a cette propriété qu'il est. Alors, c'est pas qu'il est plus rapide, c'est qu'il y a des algorithmes très astucieux qui résolvent certains problèmes beaucoup plus efficacement que ce qu'on sait faire en classique. Mais c'est voilà. Donc, notamment pour le logarithme discret, il y a l'algorithme dit de Shor qui, du coup, qui est efficace. Enfin, si on arrive à faire un ordinateur quantique avec assez de portes. Et qui met à bas le logarithme discret. Alors, effectivement, c'est un problème. Il y a débat, y aura-t-il un jour un ordinateur quantique ou non? Donc, il y a débat. Et s'il y en a un, est-ce que c'est dans 10 ans, 20 ans ou 50 ans? Voilà. Et il y a quand même un effort mondial de la communauté cryptographique poussé par le NIST, National Institute of Standard and Technology, avec une compétition. Donc, les gens soumettent des algorithmes cryptographiques résistant à l'ordinateur quantique. Donc, ça s'appelle Post-Quantum Crypto. Et là, dans 2 semaines, il y a un appel à signature électronique qui va clore. Voilà. Donc, c'est pas facile. Les algorithmes sont beaucoup moins performants, les algorithmes de signature électronique, mais ça existe. Ça existe et c'est en cours de standardisation. Pour la fonction de hachage cryptographique, là, on peut dormir tranquille. Sans toucher à rien parce que c'est générique comme problème. C'est le problème de trouver une aiguille dans une botte de foin. Et ce problème-là, donc qui est en gros le temps que prend ce problème, c'est la taille de la botte de foin. En quantique, ça prend racine carrée de la taille de la botte de foin. Donc voilà. Donc comme la sécurité de la fonction de hachage est à 2 puissance 256, ce qui est énorme. Donc 256 bits de sécurité, il faut faire 2 puissance 256 essais pour trouver un antécédent ou faire une collision. Là, on va passer à la racine carrée de ça, donc 2 puissance 128, non, en classique, 2 puissance 128 en quantique, ce qui est énorme en quantique. Donc là, on est vraiment tranquille. Donc ça reste exponentiel en quantique, c'est ça la question, même si l'exponentiel, dans l'exposant, on a 2 fois moins. Voilà. Après, il y a ces mécanismes de zero knowledge, tout ça, c'est encore un autre monde. Mais les deux trucs cryptographiques qui sont utilisés de base, c'est fonction d'hachage cryptographique et signature électronique. Donc, un qui est fragile par rapport à l'ordinateur quantique, la signature électronique, et l'autre qui est robuste, les fonctions de hachage. Bon, bah, j'imagine qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'aussi on a un peu débordé sur le créneau, mais disponible. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre participation. J'espère que ça a été utile. Merci beaucoup. Merci pour la clarté. Merci à vous. Merci. Merci. Du coup, les slides sont disponibles? Alors, oui, j'imagine. Alors, c'est pas nous qui nous occupons de l'organisation, mais oui, on va vous les envoyer.
Vous pouvez aller visiter le site de la chaire aussi. Il y a quelques documents qu'on a rédigés. Ah oui, oui, qui sont- attendez, j'ai oublié quelque chose, c'est Bonne qu'on a idée, des ouais. programmes. On a des programmes de formation. J'ai Pour oublié. faire de la pub, oui, c'est Donc, le moment, oui. des programmes de formation, là, désolé, c'est les chercheurs qu'on dit, donc, on a monté 2 programmes de formation. Un premier programme de formation qui est en ligne, donc qu'on appelle Starter Programme, qui commence le 6 novembre, et qui a une douzaine de grains à suivre. Et un deuxième programme qui est Advance, qui lui est un mix de présentiel et de distanciel, qui se déroule sur 6 semaines à raison de 2 jours par semaine et qui permet d'approfondir la connaissance de la défi et des blockchains. Donc, typiquement, on l'a donné, cette formation, ça fait 2 fois qu'on la donne à des professionnels du secteur bancaire, en particulier des gens de la Société Générale qui voulaient se reskiller, monter en compétences et travailler dans les divisions qui s'occupent des blockchains et de la crypto au sein des banques. Mais en fait, c'est plus général, ça peut aussi s'adresser aux venture capitalistes, aux juristes qui veulent maîtriser cette technologie. Donc, on a ces 2 offres-là, une introductive et une avancée, qui démarrent toutes les 2 en novembre. Et sinon, le site de la chaire, quand même, c'est quand même intéressant. Vous avez ce qu'on appelle des outlooks, qui sont des documents. Donc, il y en a un sur la finance décentralisée. Voilà, moi, j'en ai rédigé sur le zéro knowledge et sur les roll-ups, qui sont un peu obsolètes d'ailleurs, parce qu'il s'est passé 1 an depuis. Mais voilà. Pardon, sur quel site? J'ai pas bien compris le nom. Ah, alors, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien. Donc, en fait, on Ce est. site-là, le site que vous avez là. Il faut mettre On va vous l'URL. Il mettre faut le mettre lien là. l'URL. Il faut mettre l'URL. Bah, mets-le tu peux le mettre dans le chat. Oui, je le fais, je le fais. Donc, en fait, on a des Ok. mécènes qui sont le Capgemini, euh, Tezos. Nomadic Lab, Tezos. Tezos, ouais, c'est ça. Et ensuite, la Caisse des dépôts. Voilà, donc là, je vous mets le lien de la chaire. Voilà. Voilà, donc vous l'avez dans le chat. Et donc, vous naviguez dedans, vous trouverez les documents qu'on a produits. Bon, donc il y a 2 types de documents. Il y a des articles de recherche purement académiques, et il y a des articles, des documents plutôt, qui peuvent être beaucoup plus longs, qui sont des outlooks, qui sont justement, alors pas destinés au grand public, parce que c'est un petit peu ardu, mais à des gens, décideurs, des gens comme ça. Donc là, on a un outlook sur les roll-ups et un outlook sur la défi, qui sont introductifs, avancés. Mais je pense que typiquement, c'est une audience de votre niveau. Je pense que vous serez, pas pour tout le monde, mais vous n'aurez pas de problème à comprendre. Et ça vous donne une introduction si vous voulez creuser plus en avance les thématiques qu'on a abordées. Voilà, je pense que là, voilà, donc merci. Merci pour les informations sur les formations qui sont dans le chat aussi. Donc, je sais pas, je pense que si vous avez des questions sur les formations, je peux les prendre là, ou sinon, je pense qu'on peut clore cette session. Et au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. merci à vous. Merci. Merci. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi.